Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette autre édition de Intime Conviction sur votre télévision, toujours plus près de vous. Comment refaire confiance au corps médical quand à cause de lui, vous avez passé plus de 5 années dans des souffrances atroces? Les erreurs médicales peuvent être parfois fatales. Notre invitée de ce soir est une maman qui vit avec le souvenir douloureux de ces morceaux de caoutchouc découverts dans le corps de sa fille. Cette dernière vit désormais avec un rein fragilisé. On en parle ce soir. Et puis en deuxième partie, on débattra autour de cette question. Erreur médicale, à qui la faute? Là, c'est en deuxième partie d'émission. Et avec nous pour en parler, un panel assez fourni. Claire Carole Sandia, bonjour. Bonsoir. Bonsoir Ali. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi. Alors, vous êtes chef d'entreprise. Oui. Vous faites des gâteaux. Oui. Pour le bonheur de nos papilles. Toujours. Et puis, nous avons le docteur Serge Bassega. Vous êtes gynécologue obstétricien. Bonsoir. Bonsoir Aline, bonsoir à tout le panel, bonsoir aux téléspectateurs de la grande chaîne, toujours plus près de nous, voilà. De nous, de vous. De nous, ouais, de tout le monde, de tout le peuple camerounais, quoi, mondial d'ailleurs. Oui. Donc j'espère que le débat il sera assez important et que peut-être des compréhensions naîtront en ce moment. Voilà. Et puis, Maître Armand Angoulé, avocat, bonsoir. Bonsoir Aline. Malgré vos multiples occupations, vous avez accepté notre invitation. Ouais, nous n'avons trouvé guère le choix parce que le thème est assez édifiant. Il est question pour nous qu'au sortir de ce débat, le public soit assez édifié en la matière et que chacun sache ce qu'il y a lieu de faire et comment éviter désormais les erreurs médicales. Oui, on espère que vous nous donnerez toutes les astuces ce soir. On va essayer autant qu'on peut. Voilà. Et puis, une fleur, je vais l'appeler comme ça, parce que quand on arrive à être debout, malgré des souffrances par lesquelles on est passé, ah oui, on peut être appelé une fleur. Et vous êtes une fleur, Marie-Joséphine Gangmo. Bonsoir. Bonsoir Aline. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé. C'est à cœur ouvert que vous parlerez ce soir. Ah oui, je vais essayer. Voilà. Et puis, ce n'est pas tout. On ne vous oublie pas sur la page de l'émission. Vous tapez tout simplement Intime Conviction au pluriel sur votre moteur de recherche et vous pourrez réagir en direct, vous pourrez commenter sous la publication qui, elle, a déjà été faite et on aura l'instant avec vous, les internautes. Et puis, on donnera la parole à notre public qui est là aussi ce soir. Pendant le débat, on donnera donc la possibilité à quelques personnes de réagir autour du thème « Erreur médicale, à qui la faute ?» Le décor est donc planté. On débute avec Marie-Joséphine. Votre histoire, l'histoire de la maladie de votre fille débute en quelle année? 2003. Oui. En 2003. Qu'est-ce qui s'est passé en 2003? En 2003, il faut déjà signaler qu'elle est née en 2002. Et elle a toujours eu des douleurs abdominales pendant plus de 2 ans et demi. Et on a mis sur un produit que je n'avais jamais oublié, le débridate. Donc c'est un produit qui me reste toujours en tête parce qu'elle avait pris ça pendant plus de 2 ans. Et un matin, je me rends compte qu'en plus de sa douleur, elle a, comment je vais dire ça? C'est-à-dire le ventre est dur. Et je m'inquiète, je me dis, bon, c'est sûr qu'il y a quelque chose. Là, elle a 2 ans. 2 ans, oui, elle a 2 ans. Oui. Elle a 2 ans. Alors, le temps d'aller voir un médecin, j'arrive chez le médecin, je lui explique. Le temps qu'on veut, lorsqu'il se rend compte que le ventre est flexible, il me dit, ah, vraiment, vous racontez des histoires, l'enfant et tout. Et j'insiste pour qu'on fasse une échographie, parce que je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'insiste et on lui fait une échographie. Donc, on m'envoie aller voir un médecin pour faire l'échographie. Et au sorti de l'échographie, je pense que c'est là où tout a basculé. C'était en 2003. Donc, le médecin m'informe que ma fille souffre en fait d'une hydronéphrose stade 4. Donc, c'est le dernier niveau où le rein est déjà presque détruit. On ne peut plus rien faire sur le rein. Dernier niveau, ça c'était en 2003.
Et il me dit, on va essayer quelque chose. On va essayer de faire un traitement sur 14 jours. Si au bout de 14 jours, ça ne va pas. Et je rappelle qu'à l'époque, j'étais à l'Ouest, donc il n'y avait pas vraiment assez un plateau technique. Assez fourni. Oui, assez fourni. Donc après, l'échographie s'est lancée. L'enfant a un rein qui n'a pas fonctionné depuis qu'elle est née, depuis 2 ans et demi. Donc il est question de, après les 14 jours, malheureusement, le traitement fait n'a pas marché. Donc on nous envoie à la capitale. Donc, généralement, c'est là où on part. Et à la capitale... C'est-à-dire Yaoundé. À Yaoundé. Oui. Alors, tout semble bien se passer et le médecin nous dit la seule issue, c'est une opération. Et dans un bref délai, il fallait l'opérer parce que l'enfant, en fait, on n'a pas su comment il a tenu toutes ces années avec ce rein-là qui était déjà presque détruit. Alors, et on a programmé l'opération. C'était en juin 2003, je me rappelle La bien. première opération. La première opération en juin 2003. Et tout semblait bien se passer. Après 10 heures d'opération, tout était OK. Parce qu'on avait dit que le rein était presque détruit, il fallait l'opérer, retirer la partie détruite et voir si le rein pouvait se reconstituer. Alors après cette opération, on a eu un rendez-vous pour 1 mois. Nous sommes rentrés à l'Ouest et 1 mois après, quand on revient, le diagnostic du médecin encore nous cloue davantage. Il nous dit... 1 mois après l'opération. 1 mois après l'opération. À peine les cicatrices. Oui, à peine les cicatrices. Il nous dit, on va réopérer l'enfant. Et on a posé la question, qu'est-ce qui s'est passé pour que l'enfant soit opéré encore une 2e fois? Et je vais dire, parfois à l'hôpital, on ne vous donne pas l'information qu'il faut. On a dit non, il y a eu, pendant la première opération, ça n'est pas bien passé, on va réopérer une 2e fois. Dans la 2e opération, mon conjoint et moi, on se refuse de faire l'opération et on se dit, l'enfant est très très fragile. Parce qu'il fallait comprendre pourquoi. Là, elle a 4 ans. Non, là, elle a 2 ans. En 2003, oui, elle a... Oui, 2003. Oh là là, elle est née en 2000. Là, on est en 2003. Donc, on essaye tant bien que mal de gérer l'enfant pour se dire, on n'était pas prêt parce que non seulement c'était une opération coûteuse, on venait de sortir d'une opération coûteuse, il fallait refaire notre opération et on n'était pas prêt à prendre le risque. Bon, on s'est... Je ne sais pas comment dire ça. On est resté jusqu'en 2005. En 2005, les douleurs étaient insupportables. C'est-à-dire qu'elle se comportait comment au quotidien? Elle avait mal constamment et tout. Elle avait mal. Constamment, elle avait mal. Comme c'est à l'intérieur, on ne peut pas savoir exactement ce qu'il y a comme problème. Alors, comment est-ce qu'un bébé de... C'est un bébé, hein? Un bébé de 5 ans exprime sa douleur? Comment est-ce qu'on se rend compte qu'un enfant de 5 ans a mal? Oui, déjà 5 ans, c'est encore mieux. Parce qu'à 2 ans qu'elle a commencé, on ne faut pas savoir. Quand elle a mal, il n'y a rien à dire. Elle pleure, elle se tortille, elle explique, elle touche l'endroit, mais elle ne peut pas dire exactement. Mais déjà à 5 ans, elle était déjà consciente qu'elle a une opération. Elle pouvait montrer l'endroit où il faisait mal. Et il y avait une grosse cicatrice, donc c'était visible. Elle savait qu'il y avait quelque chose là-bas qui n'allait pas. Et 5 ans après, on est allé voir le même médecin. C'est lui qui a programmé la 2e opération, qui, je peux dire, n'était pas bien passé. Parce qu'on s'est rendu compte à la fin que quelque chose n'était pas bien passé. Mais on ne peut pas savoir quoi exactement. Comment ça? Parce que quand on rentre de l'hôpital avec l'enfant, déjà... après, si vous avez dit 14 jours, bon, il y a des chansons qu'on met sur l'enfant, des tuyaux qu'on met pour vous dire que le liquide qui va couler après tel nombre de jours, ça va s'arrêter, et puis on va faire le pansement, et puis vous allez rentrer à la maison. Après ce nombre de jours, rien ne s'est passé comme prévu. Et puis un matin, on se rend compte que le drain a complètement séché. Donc, de manière, je ne sais pas comment, le drain avait séché complètement, sans qu'il y ait une transition de quantité d'urine, parce qu'il y a une quantité d'urine qu'on va extraire et se rendre compte qu'au fur et à mesure, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Donc, c'est passé, par exemple, d'1 litre au lendemain à 0 litre. Et puis, nous avons dit, OK, c'est bon, vous pouvez rentrer à la maison. Et on est rentré à la maison. 3 jours après, quand ma fille faisait des urines, elle a eu un cri. Donc, il y a un petit de ces tuyaux-là, il y a un petit tuyau là qui est sorti par le vagin. Et on est allé voir le médecin. On a dit, bon, bref. Il nous a dit, ah, c'est sorti, bon, c'est sorti, on va continuer, on va suivre. Alors, de 2005, on a passé le temps à... Elle faisait des examens, comment ça s'appelle encore bref, il y a un examen qu'on doit faire, l'échographie intrarénale tous les mois, il y avait plein de... la scintigraphie, il y avait des examens assez lourds. Donc, ça a été le quotidien, tous les mois, il fallait aller à l'hôpital tous les mois. Et après... tout ce temps, on se rend compte, 6 ans encore, on a fait des opérations en 2005. On est resté longtemps en 2000, parce que la dernière se fait en 2012. Oui. Voilà. Qu'est-ce qui se passe pour qu'en 2012, vous vous rendiez en Italie?
En 2012, déjà, l'enfant commençait à avoir mal. Les douleurs sont revenues de manière très atroce. Les douleurs étaient intenses, c'était vraiment plus comme avant. On est rentré voir le médecin. À l'époque, il y avait quelqu'un qui le remplaçait. Et ils ont regardé, ils ne comprenaient pas pourquoi. Et on a fait beaucoup d'échographies. Et avec un peu de recul après, je me suis rendu compte qu'ils s'étaient rendu compte de l'erreur médicale. Mais ils ne pouvaient pas m'informer qu'il y avait eu erreur médicale. Alors, vu un peu le doute qu'il y avait entre eux, je suis allée voir un autre médecin pour lui poser mon problème. Et il m'a dit honnêtement, si vous pouviez faire partie de votre enfant, c'est ce que je vous conseille de faire. Ah, d'accord. Voilà, donc c'est venu de lui. Pas du médecin qui soignait, oui, mais d'un autre médecin qui doit conseiller si on pouvait le faire, d'évacuer l'enfant. C'est comme ça qu'on s'est mis à la recherche de la bonne solution pour l'enfant. Mais déjà avant de partir, les douleurs étaient... Je peux savoir, c'était un enfant, on dit indigent, qui n'était pas comme les autres parce qu'elle vivait avec une douleur atroce et intense. Oui, j'ai d'ailleurs vu les photos, chers téléspectateurs, on n'a pas pu vous les mettre à disposition parce qu'elles ne sont vraiment pas jolies à regarder pour un si petit enfant qui est passé par ce genre d'opération. À quel moment est-ce que vous vous souvenez, à quel moment est-ce que le médecin là-bas en Italie vous dit qu'il y a du plastique dans votre enfant qui a été laissé? Quand on arrive en Italie, c'est vrai qu'ils ont pris... on est parti pour un mois, puis on a fait un an. Parce qu'on arrive sur place, eux, ils ne comprennent pas exactement ce qui s'est passé, vu la chirurgie. Parce que c'est là-bas qu'on se rend compte que le rein a été opéré, la vessie a été touchée, bref. Ils m'ont demandé, en fait, qu'est-ce qu'on cherchait. Moi-même, je ne peux pas dire à quelqu'un que voilà. Et j'aimerais au Cameroun, ce qui est là, c'est ici sur place, la plupart des dossiers sont à l'hôpital. Donc la vessie de l'enfant avait été touchée? Voilà, la vessie aussi avait été touchée. Pendant l'opération? On a su là-bas, on n'a pas su sur place. Généralement, le dossier médical est à l'hôpital. Donc le malade n'a pas accès à son dossier médical parfois. Donc on est parti sans ce dossier médical. On n'avait que des radios, on avait fait avant. Ici au Cameroun. Donc ils ont pris du temps pour comprendre. Ils se rendaient compte que l'échographie changeait du jour à l'autre. Ils ont pris du temps. Et je pense que c'est 6 mois après qu'ils se sont rendus compte que l'enfant avait un corps étranger dans le rein. Et comment vous l'annoncez? Je pense qu'ils ne me l'ont pas dit aussitôt. Donc je continue à aller à l'hôpital parce que j'étais suivie par un ami médecin qui m'avait accueilli là-bas. Donc c'est lui qui suivait en fait toutes les choses. Je me rends compte, c'est le dernier jour qu'on a opéré l'enfant et qu'on m'a remis la boîte dans laquelle il y avait tous ces tuyaux-là que je garde précieusement. C'était des tuyaux carrément? Oui, des petits, comment c'est pas, le médecin peut savoir un peu ça. Il y a des petits tubes là qu'on met par exemple dans le rein, dans la vessie quand on opère pour après ressortir le drain. Donc apparemment ça s'était cassé et c'était resté dans le rein. Donc en fait pendant les 6 années, c'est ça qui a complètement perforé le rein, ça a fait tout ce que ça pouvait faire dans le rein et tout ça. Et je me dis toujours que c'était une grâce de partir à cette année-là, parce qu'on partait 1 an plus tard, ça allait être très tard. Oui, donc, vous êtes senti comment quand on vous a remis cette boîte avec les plastiques? C'était un peu... Tenez-moi votre main. Des souvenirs tristes. Alors, on va laisser le temps on laissera le temps à Marie-Joséphine de se remettre un peu. La réalisation va nous donner, je n'ai pas malheureusement de mouchoir avec moi, mais on va avoir un mouchoir pour Marie-Joséphine, je vous en prie. Le temps qu'elle se remette, je m'en vais poser la question déjà au médecin. Qu'est-ce qui est prévu lorsque vous vous rendez compte que, docteur, à un moment, vous avez, quand je parle de vous, je parle du corps médical, quand vous vous rendez compte que vous avez commis une faute quelque part, une faute grave, on peut dire ainsi. Aline, c'est vrai qu'avant de répondre à votre question, je suis assez perturbé par le récit de la dame. Franchement, en tant que père d'enfant, en tant que père de famille aussi, c'est franchement choquant. Bon, maintenant, je commettrai une grosse bévue en répondant à la question sans toutefois m'atteler sur ce qu'on peut entendre par erreur. On parle bien d'erreur, on parle pas d'un acte délibéré. C'est une erreur. L'erreur, elle est humaine, c'est-à-dire que tout être humain est susceptible de pouvoir en commettre. Non, mais oui. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'il faut? Que ce soit dans une vie de société, que ce soit dans son travail. Mais écoutez, quand on se rend compte de son erreur, qu'est-ce qu'on fait? On essaye d'y remédier. Mais comment est-ce que vous, les médecins, vous faites pour remédier quand vous avez commis? Est-ce que vous admettez des fois?
Est-ce que vous en connaissez, vous? Parfois, on n'a pas besoin de dire au patient. On n'en a pas besoin forcément. On n'a pas forcément besoin de le lui dire. Sinon, si on sait déjà que en modifiant le protocole, on peut remédier franchement à l'erreur. Non, on n'a pas besoin de dire au patient. On peut le conférer. Parce que moi, je dis à ce niveau, s'il y a eu un problème dès le départ, le protocole n'a pas été bien suivi, le patient n'a pas été conduit là où il devait être conduit. C'est pourquoi justement il y a des spécialités. Oui, mais quand vous vous rendez compte de l'erreur et que vous ne pouvez pas réparer, il faut conférer automatiquement, il faut conférer, il n'y a rien à dire. Alors, je vais prendre votre avis à vous, Maître Ngoulet. Hein. Vous avez un membre de votre famille ou bien une personne que vous connaissez qui passe par la situation de Marie-Joséphine Garmot. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que l'avocat que vous êtes conseille ou bien fait? Oui, Aline, pour répondre à cette préoccupation, il est essentiel de cerner avant tout cette notion d'erreur médicale. Mais on va cerner dans le débat, oui. Hein, puisqu'on analyse d'abord, termine avec Marie-Joséphine. Avec son récit d'abord. Oui, qu'est-ce que vous en pensez d'abord? Qu'est-ce que l'avocat que vous êtes en pensez? Comme ça, au pif, elle a subi un préjudice. Et qui subit un préjudice se doit demander réparation. C'était en 2012, on a passé le délai de prescription ou pas? Est-ce qu'elle peut encore déposer plainte? Vous avez déposé plainte, Marie-Joséphine? Non, pas du tout. Pourquoi? À un moment donné, pour porter plainte, il faut avoir, je ne sais pas, avoir tous les éléments, toutes les étapes et se rassurer de ce qu'on veut faire. Et à un moment donné, quand on sort de la barrière, on n'a plus envie de revenir. On se dit, vraiment, on a traversé une étape, Dieu a béni et puis on va avancer. Donc je pense que je n'ai pas voulu entrer dans cette guerre de porter plainte, qui a fait quoi, qui a fait ceci. Bon, peut-être à l'époque, si j'aurais pensé à ça, mais généralement on se dit, on a la santé, ça va mieux, autant mieux. On n'est pas seul à vivre ça, mais on se dit, bon, on a eu ce qu'on voulait, on peut avancer. Alors, vous avez vu pour son cas, comment est-ce qu'on prouve que... voilà, qu'il y a eu un médecin hier vous a dit que c'est une erreur médicale, mais après vous-même le dossier, ça se passe dans les hôpitaux, hein, dans plusieurs hôpitaux, venez pour la consultation et puis ils gardent le dossier médical. Comment est-ce que après vous prouvez que vous avez suivi tel ou tel autre traitement qui n'était pas correct? On peut procéder le plus souvent par une contre-expertise, comme ça a été dans son cas. Le médecin au Cameroun a posé un acte et celui d'Italie a trouvé à redire. Ça peut être assumé une contre-expertise. Mais en même temps, rien n'aurait empêché à madame de saisir les instances judiciaires pour contraindre l'hôpital à lui remettre son dossier médical. Ah, d'accord. Donc c'est un autre moyen, oui. Il y a des moyens. La loi a heureusement prévu un certain nombre de canons pour régler toutes les questions de la vie courante. Ouais. D'accord. Donc, il y a ce volet-là. Je pense qu'on va, en deuxième partie, on va rapidement entrer dans le vif du sujet. Erreur médicale, à qui la faute? Je m'en vais poser la question déjà à vous, Claire Carole. Des histoires d'erreurs médicales, il y a plusieurs personnes au quotidien. Est-ce que c'est un thème qui, à vous parle particulièrement? C'est un thème très pertinent parce que je me dis, dans chaque famille, il y a au moins un cas d'erreur médicale. Au moins un cas, c'est vrai, on dit c'est une erreur, mais c'est une peine. C'est une peine que ça pose à chaque famille. Donc, il y a au moins un cas d'erreur médicale dans chaque famille où il y a peut-être une prescription d'examen et parce que c'est un petit centre dans un village, on dit non, tu n'as pas besoin de dépenser ton argent pour faire cela parce que c'est négligeable. Pourtant, c'est quelque chose d'important qui peut sauver ou ruiner une vie. Mais le médecin te dit, si tu n'as pas les moyens, laisse tomber. Je me dis, pour le bien-être de tout le monde, les médecins devaient vraiment mettre, les médecins, les infirmiers devraient vraiment mettre le point sur la table pour que le problème soit résolu. Dans le cas, par exemple, de Marie, le médecin lui a dit à un moment, il faut réopérer l'enfant. Pourquoi tu ne lui donnes pas de détails? Si le parent ne comprend pas la nécessité de poser un acte médical, il ne le fait pas. Mais on n'explique pas souvent dans certains hôpitaux, ils ne prennent pas la peine d'expliquer. Hein. On dit, madame, je connais mon travail et puis...
Il faut juste subir, c'est pas ça. Parfois, on n'a pas les moyens de faire quelque chose, mais à cause de l'explication de la conséquence ou du bien-être que ça peut poser, on dit, ok, je fais un pas en avant, je serre la ceinture financièrement quelque part pour pouvoir faire cela. Pourtant, les médecins ne prennent pas la peine d'expliquer. Tu fais un examen, on ne t'explique pas ce que ça veut dire. Tu as une maladie, on ne t'explique pas. Moi, je prends mon cas, j'ai eu la toxoplasmose. Si mon mari n'était pas allé sur Internet pour voir ce que c'est, je n'aurais pas pris le traitement jusqu'à la fin et mon bébé aurait pu être affecté. Et quand ils ne vous expliquent pas, qu'est-ce qu'ils vous disent lorsqu'ils ne vous expliquent pas? Est-ce que vous avez posé la question? On te fait juste des prescriptions. Est-ce que vous avez posé la question? J'ai posé la question, c'est quoi? Bon, c'est une maladie qui vient des viandes ou des animaux qui vivent à la maison. C'est tout ce qu'on te dit et puis on passe au suivant. Il y a beaucoup de patients qui sont dehors alignés. Alors, docteur, c'est bien, ça tombe bien que vous soyez là. Non, c'est vrai que je me sens... Est-ce qu'il y a une clause, je ne sais pas, pendant que vous êtes en train de suivre votre formation, qui vous demande de ne pas expliquer aux patients ce dont ils souffrent? Mais au niveau Est-ce que ça devrait être, la maladie du patient devrait être secrète pour lui? Un secret, non, je ne dirais pas. Mais au moment de l'anamnèse, au moment de l'entretien, au moment de la consultation avec le patient, on jauge son niveau, son état psychologique. Il y a des choses qu'on n'est pas. On n'a pas le droit de dire au patient. Il y a des choses qu'on ne doit pas dire au patient. Parce que, par exemple, si vous trouvez que le patient peut-être est faible moralement, psychologiquement, il est abattu, et vous venez lui dire, par exemple, de bout en blanc, hein, comme un coup de poing sur le visage, écoute, tu n'as pas le VIH, tu as le sida. Il n'était pas préparé à recevoir ça. Peut-être ça va faire un choc là, mais quand il va rentrer, peut-être n'arrivera-t-il jamais chez lui. Alors c'est à vous, c'est au médecin qui a pu observer son patient, d'accompagner le patient jusqu'à ce qu'il soit à un moment capable de recevoir la nouvelle, fût-elle pire. Mais alors si le patient n'a pas cette prédisposition, pourquoi enfoncer encore le clou là où ça fait déjà très mal? Ça, c'est un premier point. Et je dis, c'est très facile pour certaines personnes. C'est vrai que nous souffrons. Le médecin, aujourd'hui, il souffre le martyr. Parce que, c'est vrai, prenez-nous pour des Jésus. Oui, nous sommes certainement des Jésus, mais nous ne sommes pas des guérisseurs comme Jésus. Nous sommes ceux qui prodiguent des soins. Il faut déjà le dire. Certes, nous avons cette formation, oui. Mais le médecin devrait... Tout médecin ayant suivi une bonne formation est surpris de voir le patient guéri. J'espère que, allons sur cette base. Allons sur cette base. Tout médecin est surpris de voir un patient qui suit guéri. Mais le médecin n'a pas, je ne vais pas dire ça comme ça, hein, parce que maître, il va me jeter peut-être la pierre après. On n'a pas obligation de résultat parce qu'on ne forme pas, on ne fabrique pas l'être humain. D'accord. Alors moi, je m'avais posé directement la question à vous, maître Ngoulet. Est-ce que les explications du docteur Serge Bassega tiennent? Je veux dire, estimer que... Comment est-ce qu'on juge que il faudrait lui dire qu'il est atteint de... qu'il faudrait lui expliquer de quoi il souffre? Est-ce que vous avez l'impression que ces explications tiennent? Ces explications tiennent dans une demi-mesure. Dans la mesure où il faut garder un aspect humain de la chose. À ce moment, tel qu'il vient de le dire, peut-être, un patient peut être fragile et on ne lui balance pas de but en blanc qu'il va mourir dans 2 semaines, par exemple. Mais il ne faut pas perdre de vue que le problème dans notre système ne réside pas au niveau de l'appréciation de l'état psychologique du patient ou pas. Ce que nous rencontrons très souvent, c'est le refus par le médecin de remplir sa part de contrat. Parce que ce que nous devons retenir, c'est que la vie de manière générale est gouvernée par des contrats. Le médecin est co-contractant de son patient. Et en tant que tel, aussi bien le médecin que le patient a des obligations et des devoirs. Quand on vient certes, tel qu'il vient de le dire, le médecin n'a pas l'obligation de résultats, c'est vrai, il n'est pas Dieu, mais il a l'obligation de moyens. Il faut encore qu'on se rassure
que le médecin ait pesé de tout son poids, qu'il ait mis tous les moyens qu'il avait à disposition pour pouvoir guérir son patient. Soigner. Pour pouvoir soigner et non guérir. Quand on vient à l'hôpital, on vient pour guérir. Il faut prendre des soins et non pour guérir. On vient pour guérir. Docteur, Maître, c'est une erreur. quand nous venons à l'hôpital, On vient pour prendre des soins. quand nous venons, Au fin à quelle par fin? la grâce, À quelle fin? mais pour pallier à un état À des fins de guérison. À un état de dysfonctionnement organique. C'est pour cela qu'on ne vient À quelle fin ces soins? Maître, on ne vend pas la santé à l'hôpital. À quelle fin ces On soins? ne vend pas la guérison. Alors, docteur Serge Bassega, que maître termine déjà. Hein, on va vous donner justement la possibilité de répondre à cette question, puisque si vous nous dites qu'on vient à l'hôpital juste pour avoir des soins, pour ne pas guérir, il faudrait bien qu'on comprenne. Je vais vous faire comprendre alors, tout à l'heure. Oui, alors je m'en vais poser la question à Marie-Joséphine. Est-ce que au jour d'aujourd'hui, franchement, oublions que nous sommes à la télévision, hein, est-ce que vous faites encore confiance au corps médical? C'est vrai que j'y vais toujours avec un peu de pincettes. Je prends toujours ma fille. Elle, avec l'hôpital, c'est quelque chose de... On va dire, à chaque fois qu'elle a quelque chose, elle refoule l'idée d'aller à l'hôpital. Oui, elle a ce ressenti. Mais je vais dire, pas la grâce aujourd'hui, elle a choisi ce métier. Et je me dis, oui, aujourd'hui, c'est ça qui m'a... Oui, elle a choisi ce métier. Pas être médecin, mais être infirmière. Pourquoi? Parce qu'elle m'a expliqué. Elle me dit, l'infirmière est au cœur du métier. C'est elle qui donne tous les soins. Et elle a l'impression que si c'était les infirmiers, parce qu'à l'époque, je dois quand même rassurer qu'elle était suivie par des médecins. Au Cameroun, c'était des médecins, donc il n'y avait pas d'infirmières. Généralement des médecins. Quand on arrive de l'autre côté, c'était les infirmières. Et on s'est rendu compte que elles sont à la tâche, c'est eux qui font tout le boulot. Et puis pour se rendre compte, d'ailleurs c'est une qui s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose de particulier. Donc aujourd'hui, je me dis, c'est une grâce qu'elle ait choisi ce métier. Mais sinon, moi, en tout cas, quand je pars à l'hôpital depuis ces années-là, quand je dis je vais à l'hôpital, mes parents s'inquiètent. Ils savent que là, ça veut dire que c'est très grave. Donc, et puis, je prends toujours la peine à chaque fois qu'on a presque un examen de lire et de relire. Parce que dans tout ça, on a eu beaucoup d'examens aussi qui n'ont pas tenu. On te dit de faire ceci, tu fais après, le résultat est mal lu, ainsi de suite. C'est de là qu'on est parti, comme le médecin a dit, pour avoir peut-être un mauvais traitement. Donc, moi, je prends la peine toujours de lire, de relire, mais je bois différents médicaments. D'abord que je suis sur la méthode naturelle 100% aujourd'hui. Donc, l'hôpital et moi, c'est vraiment... J'y vais quand je vais accoucher parce qu'il n'y a pas autre chose. Divorce consommé, presque. Presque, oui. Alors, selon vous, est-ce que vous pensez, vous, Claire Carole, que des fois, des patients sont aussi à l'origine de certaines erreurs médicales? Bien sûr. Bien sûr, nous patients sommes parfois à l'origine de ces erreurs parce qu'on ne suit pas à la lettre les instructions. C'est-à-dire? Par exemple, on te dit, comme on le sait tous, plusieurs n'aiment pas prendre des médicaments. Tu as un souci, on te dit prends ce médicament sur 5 jours, sur 7 jours. Dès que tu prends 2 jours, tu commences à aller bien, tu t'arrêtes. Et après, la maladie revient avec une force plus grande. On dit non, c'est une erreur, on t'avait prescrit peut-être un mauvais médicament. Pourtant, tu n'as juste pas suivi le traitement propice, le traitement normalement comme il se devrait pour pouvoir aller jusqu'au bout de la maladie. Et j'avais envie de dire quelque chose aux médecins qui dit vous n'avez pas obligation de résultat. Même si on sait que vous soignez et que c'est Dieu qui guérit, il faut quand même que vous nous donnez le médicament propice par lequel Dieu va passer pour nous guérir. Ça veut dire, si j'ai mal au ventre, tu me donnes le médicament des maux de tête, même si Dieu est miraculeux et miséricordieux, il ne va pas agir au travers de ce médicament. Donc vous avez obligation de résultat, c'est ce que je pense. Quand je confie ma maison à un maçon, je voudrais avoir une maison, je ne voudrais pas avoir un fossé. Donc vous avez obligation de résultat. Alors, docteur, vous êtes d'accord que des fois, les patients sont à l'origine de certaines erreurs? Oui. Est-ce qu'il y a des patients qui n'arrivent pas à expliquer
de quoi, où est-ce qu'ils ont véritablement mal? Bien, c'est tabou de parler de certaines choses. Il y a des patients qui, en consultation, il y en a certains qui ne disent pas réellement ce pourquoi ils sont là. Parce que c'est pourquoi on les auditionne, c'est pourquoi on les écoute. C'est ce qu'on appelle la consultation. C'est-à-dire un rapport entre la personne étrangère qui souffre et le médecin qui est censé lui apporter quelques solutions par rapport à ce dont il souffre. Ça, c'est un premier point. Pourquoi est-ce qu'il vous cacherait ces informations-là? Je vous ai dit tout à l'heure, Ali, je vous ai dit, on ne dit pas tout. Pas, non, je parle du patient, mais le patient ne devrait pas tout dire à son médecin? Le patient, justement, le médecin est comme le prêtre pour un chrétien. Pour un chrétien, oui. C'est-à-dire que nous sommes là pour tout encaisser. Il y a des choses dont nous sommes au courant avec nos patients, face à nos patients, que même les religieux ne connaissent pas. Non, mais moi, ma question, maintenant, quand un patient arrive, au lieu de dire réellement de quoi il est question, soit il ne va pas vous dire la vérité. Pourquoi? Je ne sais pas, peut-être parce qu'il a honte. Je vais vous prendre un exemple terre à terre. Oui, je vais vous prendre un exemple terre à terre. C'est ce qu'on veut. Avec tout le respect que j'ai pour la zone féminine, et même maman, franchement, mais ne prenez pas ça. Qui a affaire avec Marie. Oui, bien sûr. Non, absolument pas, s'il vous plaît. Absolument pas. Dans ma spécialité, vous allez rencontrer des dames qui ont fait déjà, par exemple, je dis bien, 10 ans, elles n'ont pas eu de rapport avec leur conjoint. 10 ans, elles n'ont pas de rapport. Alors, elles commencent à développer, je ne sais pas, volontairement et involontairement, certaines pathologies. Quand elle vient devant le patient, devant le médecin, elle ne dit pas réellement au médecin de quoi il est question. On peut être malade parce qu'on n'a pas eu de rapport sexuel. Elle développe de manière volontaire. Quand vous voulez, vous obtenez, l'organisme réagit en fonction de ce que vous avez bâti. Voyez-vous? Voilà pourquoi quand on écoute un patient, il faut être très très attentif. Je dis bien, 10 ans, elle n'a pas d'intimité avec son homme. Quand elle vient devant vous, elle vous dit par exemple, j'ai mal à l'oreille. Vous la regardez bien. Mais en tant que bon médecin, celui qui a suivi une bonne formation, vous allez comprendre que non, elle n'a pas mal à l'oreille. Elle a un problème ailleurs. Alors c'est à vous d'aller percer l'abcès. De lui dire réellement, madame, ne contournez pas. Dites, n'est-ce pas, vous n'avez pas, elle va vous dire oui. Mais là, il faut savoir comment procéder pour qu'elle vous dise la vérité. Le simple fait déjà d'avouer, comment c'est un début de solution. Vous avez pris un exemple sur les femmes, je veux bien que vous preniez un exemple sur les hommes. Il y a des hommes. On sait que, docteur, quand on sait qu'il y a des hommes qui, pour faire leurs examens, c'est chez leur femme, si madame a fait son test de dépistage de sida parce qu'elle est enceinte, lui il ne fait pas parce que madame a fait ça, elle dit que moi je suis négatif. Mais sauf que c'est pas prudent parce qu'aujourd'hui il existe beaucoup plus de couples sérodiscordants que de couples entièrement séropositifs. Est-ce que vous en recevez qui viennent faire la prostate, qui viennent par exemple pour contrôler? Est-ce que les hommes font cet examen-là pour contrôler? Pas forcément. Est-ce que vous savez de quoi souffrent plus les hommes? Je vais vous dire. C'est bizarre. Mettre sous le contrôle, oui. Les hommes, la majorité des hommes aujourd'hui qui développent des faiblesses sexuelles souffrent d'un problème de masturbation chronique. Même ceux qui sont mariés. Parfois, ils se permettent de le faire. Et après, dans le foyer, je suis gynécologue, donc je me permets de le dire. Donc, et dans le foyer, ils n'arrivent plus à un moment à satisfaire leur conjointe. Alors l'homme, pour qu'il te dise ça en consultation, ah mais non, tu vas le recevoir peut-être pendant 1, 2, 3 mois. C'est au 4e mois qu'il va te dire, en fait, doc, depuis que j'arrivais là, c'est même ce que je voulais te dire. Voilà. Donc, il faut... Le médecin, il n'est pas Dieu, nous ne sommes pas des dieux. Oui. Alors, on a besoin de votre compréhension et on a besoin de votre disponibilité. On a besoin aussi, vous, de votre oreille pour écouter. Pas que vous soyez en train de dire que c'est déjà 1 heure, ça fait plus 10 000. Alors, maître, dites-nous, quelles sont les voies de recours? Je veux dire que le médecin m'a fait avaler pendant des années du Prozac ou bien du Temesta ou bien Aura parce que il disait que je souffre de telle pathologie plutôt qu'une autre. Et après, il y a erreur. Comment est-ce que je l'attaque? Comment est-ce qu'on l'attaque? Je pense que c'est aller vite en besoin. Parce qu'il faut d'abord pouvoir localiser
le manquement du médecin. Parce que vous appelez ça erreur, mais moi, je n'appellerais pas ça forcément erreur. Je parlerais plutôt de la faute médicale. C'est quoi la différence? Puisque la faute est le pivot même de la responsabilité. Si on parle d'erreur, comme Madame l'a dit tout à l'heure, l'erreur, ça peut arriver, on peut tolérer. Mais la faute n'est pas tolérable. Et la réparation, la responsabilité du médecin peut être engagée à divers niveaux. Communément, on a l'habitude de croire que qui dit responsabilité dit « je vous ai suivi, vous avez parlé de plainte ». Ce n'est pas toujours la plainte. Le médecin peut avoir une responsabilité disciplinaire parce qu'il appartient à un ordre ça s'est fait des fois. Qui a une déontologie qu'il protège. La responsabilité peut être administrative parce que le médecin appartient à une administration. La responsabilité peut être civile, n'est-ce pas? Parce qu'on attend réparation, comme je le disais tantôt tout à l'heure, toute relation de vie est une sorte de contrat. Et dès lors qu'il y a violation d'une obligation de contrat, il y a réparation. C'est un principe consacré. Et maintenant, ça peut également être pénal. Selon l'acte posé par le médecin. Oui. Nous comprenons donc que il faut pouvoir... entraîner la mort, par exemple. Par exemple, Passible de combien? homicide involontaire, prévu par les articles 275 du Code pénal. Je disais tantôt, il faut pouvoir identifier la faute du médecin. Était-ce une faute involontaire ou une faute volontaire? Tout cela permet de nous situer dans la sphère de sanction et voire même de procédures à mener. Qu'est-ce que c'est qu'une procédure à mener? Je viens de le dire. Quand on voit la responsabilité disciplinaire, ça dit quoi? Docteur m'a causé un tort. J'estime que son étude est beaucoup plus un manquement à la déontologie. Je n'ai pas besoin d'aller devant un juge judiciaire. Je me réfère à l'ordre d'un médecin et je dénonce sa conduite. Alors, vous êtes avocat, justement, dites-nous, maître, est-ce que vous avez comme ça beaucoup de familles qui viennent vers vous, justement, pour se plaindre de ce que elles ont subi des préjudices, ou bien elles veulent plutôt rester en retrait civil? Qu'est-ce qui explique cela? C'est vrai que c'est un contentieux qui est assez rare, il faut le reconnaître. Et nous pensons que, tel que Madame vient de le dire tout à l'heure, Marie-Joséphine, tel qu'elle vient de le dire, nous pensons que très souvent, quand on a échappé à la mort, on rend grâce à Dieu et on a envie de ranger tout. Le contentieux naît parfois lorsqu'il y a eu mort d'homme. À ce moment, on se dit, vraiment, c'est perdu. Encore que même là, c'est rare. Hein? Donc, quand on dit, Dieu a donné, Dieu a repris. Basta. Mais pour des gens assez outillés, dès lors qu'ils ont pu établir la responsabilité d'un tiers, qui dans ce cas est un médecin, il est opportun de demander réparation. Mais est-ce que vous avez déjà obtenu des cas comme ça? Tout à fait. Et vous avez obtenu gain du coup? Tout à fait. La jurisprudence est assez abondante en la matière. Oui. Tout à l'heure, quand on parlait de l'obligation de moyens, par exemple, et non de résultats, c'est un principe consacré par une jurisprudence, la jurisprudence Mercier, du 20 mai 1936, je crois. Oui. Qui établit, au Cameroun, la jurisprudence d'Ambekwedi. C'est tellement récurrent. Et les sanctions peuvent aller de... Quelles sont les sanctions? Les sanctions, comme on vient de vous le dire, Aline, pour mettre une sanction, bon, si vous voulez, on va se situer de manière disciplinaire. Quelle peut être la sanction? Non, je parle des sanctions pénales, oui. Ah voilà, vous aimez le pénal? Ouais. Non. Pénal, comment est-ce à que chaque sphère, on a... Comment la justice? Si vous parlez de justice, je vais aborder deux aspects de la justice. Il y a l'aspect civil et il y a l'aspect pénal que vous voulez tant. D'accord? Au pénal, le médecin peut aller en prison, c'est que vous voulez suivre. C'est souvent arrivé. Pourquoi pas? Le médecin va en prison, la loi a prévu. D'accord? Le médecin peut être condamné à payer des amendes, la loi l'a prévu. Ça va souvent dans l'intervalle, je crois, 10 à 500 000, 10 000 à 500 000 selon les cas, je ne sais pas. Oui.
Mais la loi a prévu tous ces mécanismes. D'accord. Maintenant, il faut pouvoir identifier l'acte qui cause grief et voir la conduite à tenir. C'est très important. Et de manière générale, il ne faut pas se précipiter dans l'entame des procédures et autres. Il faut d'abord pouvoir avoir des éléments probants. Donc si on n'a pas de preuves, on reste tranquille. Vaut mieux. On ne l'a pas dit. On n'a pas de preuves, on peut les rechercher. N'est-ce pas? Et ça va, c'est des frais supplémentaires. Ça dépend. Ça dépend de comment. Ça oui. dépend de comment vous les obtenez. Donnez-moi. Aline, Ça va coûter. Aline, ça dépend. Oui, Vous allez. Non, non. Vous pouvez aller à l'hôpital, vous êtes reçu et on vous donne les éléments qu'il faut. Vous y croyez vraiment? Pas forcément. C'est possible. Alors, on va donner la parole au public. Hein. On va donner la parole au public, le monsieur Empagne, pour réagir à la question justement de ce débat. Erreur médicale, à qui la faute? Bonsoir. Bonsoir Aline. Vous vous présentez? Je me nomme Yves Sanja. Oui. Alors, qu'est-ce que vous répondez à cette question? Erreur médicale, à qui la faute? Ah, c'est une question assez vaste. Mais je pense que, comme l'ont dit les différents panélistes, la responsabilité est partagée. Mais ce que nous devons retenir, en fait, ce que moi je pense que nous devons retenir, c'est tout simplement que chacun prenne ses responsabilités en main. Et je voudrais attirer l'attention particulièrement de la dame qui a été victime sur une chose. C'est la leçon que je retiens aujourd'hui. C'est que quand on a été victime de quelque chose, parfois se plaindre peut aider d'autres personnes. Parce que si aujourd'hui vous restez tranquille, vous ne réagissez pas, le médecin sera tranquillisé dans son action. Peut-être pour ceux qui sont ces médecins qui ont au moins une conscience, ça peut le juger et y réagir, mais il faut frapper pour que ça ne se reproduise plus. Parce que s'ils restent là impunis, à chaque fois qu'ils posent des actes, qu'est-ce qui va les amener à se responsabiliser? Moi, je pense que l'action de se plaindre ou alors de chercher à établir la responsabilité de celui qui l'a posé, c'est pour aider d'autres personnes à ne pas tomber dans ce piège. Donc ça, c'est ce que je peux dire. D'accord. Alors, on va donner la possibilité aussi à une autre dame. La dame à votre... c'est votre gauche? Oui. À votre gauche, oui. Alors, bonsoir. Bonsoir. Vous présentez? Je suis mademoiselle Ivana Zweni. Voilà. Alors, à cette question, qu'est-ce que vous répondez, Ivana? Bon, À qui la faute, finalement? la faute revient à... Moi, je vais dire que la faute revient... Vous ne savez pas? Vous n'avez jamais été confronté à un cas d'erreur médicale? Non, pas. Pas du tout. D'accord. Et la dame derrière, en lunettes noires? Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous avez déjà été confronté à une... Vous vous présentez déjà, hein, et vous nous dites si vous connaissez des cas d'erreur médicale? Bon, moi, c'est Madame Grace Vassega. Oui. Bon, je n'ai pas encore connu ce genre de cas. Bon, je n'ai rien à dire sur ça. D'accord. D'accord. Elle ne se sent pas du tout concernée en tout cas. Alors, moi, j'aimerais poser la question à vous, Claire Carole. Dites-nous, où est-ce que vous pensez que des personnes victimes peuvent puiser la force d'en parler, de se plaindre? Comme le monsieur dans le public l'a dit, la force viendra du futur, du bonheur des autres. Quand tu penses au bonheur des autres aussi, tu as la force pour te plaindre afin que quelqu'un d'autre n'en soit plus victime. Et au fond de toi-même, parce qu'il y a des erreurs qui peuvent ne plus se reproduire avec nous, mais il y a des erreurs qui peuvent encore se reproduire avec nous-mêmes. Donc au fond de nous-mêmes et dans la recherche d'un avenir meilleur, on trouve la force pour pouvoir se plaindre. C'est vrai qu'au pays, c'est toujours pas évident. Quand tu rencontres un avocat,
les honoraires, c'est pas facile. Et là, Quand tu vois ce qu'il faut payer comme honoraire, tu dis, bon, et à la fin, si je ne gagne pas, je fais comment? Mais je pense que quand on a raison, quand on est sûr d'avoir raison, ça il y a vaut encore la des hommes peine. intègres. Oui, ça vaut la peine de s'engager. Et je pense qu'il y a des avocats et des avocates qui sont prêts parfois même gratuitement à défendre certaines Voilà causes. qu'elle l'a dit. Voilà. Alors, vous pourrez le faire gratuitement. Et pourquoi pas? Nous le faisons assez souvent. Si Marie-Joséphine est guérie, si on arrive à lui parler, qu'elle puise la force quelque part, vous le ferez gratuitement en vous disant, Oui, par oui. exemple, que devant, il pourra avoir des dommages. Nous n'aurons aucun souci à le faire, puisque nous avons dit à l'entame qu'il est important qu'au sortir de ces débats, les uns et les autres soient édifiés. D'accord. Et si apporter cet appui permet d'édifier les gens, pourquoi pas? Parce que vous nous allez sommes tous... accompagner, aller à faire les procédures, même si on demande de l'argent à l'hôpital, vous allez prendre de votre temps où un dossier aurait pu vous rapporter 1 million ou 500 000 pour aider quand même pour la bonne cause. Aline, je vais C'est vous vrai dire, aussi, hein. l'avocat n'est pas un monstre, contrairement à ce que vous C'est pensez. vrai, non, non. L'avocat, il a un cœur. On ne le pense Hein? pas. Donc, le plus souvent, il arrive que nous recevons des cas, que nous accompagnons Oui. gratuitement. Ça, ayez plutôt la culture de l'avocat. Oui, d'aller Ayez vers le l'avocat. réflexe d'aller vers l'avocat. Oui. Ne vous faites pas de préjugés. D'accord. Alors, moi, je m'avais posé, il y a un internaute qui réagit pour vous, docteur. Craig Samuel dit, question au docteur, n'y a-t-il pas de protocole et de politique hospitalière mise en place pour aider à réduire les erreurs, tout comme dans d'autres professions? Tout suivi d'un patient est basé sur un protocole. C'est-à-dire que dès que vous asseyez devant moi, dès que je commence à vous auditionner, dès que vous commencez à vous exprimer, le protocole est mis en branle. Oui, mais quand le patient est devant vous, docteur, mais quand le patient arrive aux urgences et que du coup, rapidement, l'infirmière vous dit, allez, on place d'abord le glucosé, ça va vous remonter, hein? Non, possible. Et je suis très mal au moment là parce Comment le que docteur peut je ne dire que ce n'est voudrais pas pas, je ne possible? voudrais pas. Beaucoup de gens diabolisent le corps médical, mais que non. S'il vous plaît que non. S'il vous plaît que non. Il y en a qui arrivent. Mettez-vous un peu à la place de certains qui se sacrifient. Parfois même sans salaire, parfois même sans manger, parfois même se déplacent à pied pour arriver à prodiguer des soins à ceux qui souffrent. C'est ça d'abord le rôle du médecin. Prodiguer du personnel médical, pas seulement le médecin, infirmier, soignant et tout le reste. C'est d'abord ça. Alors, quand moi ça me surprend, ça me fait bizarre à tout le monde d'entendre que j'entends les gens dire que le médecin, s'il n'y a pas l'argent, il ne vous suit pas. Mais c'est pas possible. Mais pas forcément, on parle Ce du n'est pas corps possible. médical, docteur. On vous parle, je vous ai donné un cas pratique, hein. On a travaillé avant d'être sur ce plateau ce soir, Ouais. où il y a des patients qui arrivent dans des formations hospitalières, Ouais. et du coup, l'infirmière met le patient sans avoir contrôlé avant sur glucosé. Et si le patient, par exemple, est hypertendu, alors il est diabétique, qu'est-ce qui Bah, va se dites-nous, passer? bah, Le c'est vous qui protocole, avez la alors, à réponse, ce moment, hein, est docteur. biaisé. Ça ne se passe pas comme ça ne devrait pas se passer. Là, justement, il y a erreur, il y a Et brebis précipitation. Il ne faut pas, justement, partout, dans tout corps de métier, tu me dis quand même qu'il y a des brebis galeuses. Moi, je connais, maître, c'est pas contre vous, hein, mais j'ai un avocat qui m'a pris de l'argent dernièrement et il ne décroche plus mes appels. Dans tout corps de métier, il y a des brebis galeuses. Mais, franchement, le médecin est là pour vous et il est là par amour. Il n'a pas besoin, je vous dis, la santé n'a pas de prix. Tout le monde le sait. Ah oui, cher BDC, on sait que vous êtes là pour nous par amour. Ah, tout simplement mais des fois, par vos amour. collaborateurs ne sont pas là par amour pour les patients. Peut-être sont des brebis galeuses. Oui, Ça existe. Est-ce que vous ne pensez pas que ça compte justement l'aspect psychologique, que vous arriviez à l'hôpital, vous demandez à l'infirmière de diminuer le volume de la télévision parce que ça, c'est vous avez mal à la tête ça. et qu'elle vous réponde mal? Ça fait mal, ça fait mal. Je peux pas être de cet avis-là. Je peux pas être de cet avis. Mais qu'est-ce que vous faites alors pour que les mentalités changent? Il y a changent? des reprimandes qui sont mises. Il y a des... Moi, par exemple, je suis responsable d'un centre de santé.
Alors, je peux arriver sans que, par exemple, mes infirmières ou mes infirmiers sachent que j'arrive. Mais si je remarque un truc pareil, mon amitié disparaît à l'instant T. D'accord, je m'en vais lire rapidement quelques autres réactions parce que bientôt on aura terminé. Esso Obomboy, la faute revient au médecin qui a bien sûr fait l'opération car souvent le patient est inconscient lors de l'opération. Bien sûr, le plan juridique, c'est le responsable de l'hôpital ou clinique qui sera poursuivi. C'est vrai? Pour son cas, par exemple, c'est le responsable de la structure? Non, tout dépend de la structure dans laquelle l'intervention s'est déroulée. Si on est dans une structure qui agit de manière libérale, le médecin est directement responsable parce que contractant direct du patient. Mais si on a affaire, oui, mais si on a affaire à un centre hospitalier public, c'est autre chose. Le recours est porté contre la structure. Et à ce moment, on va plutôt saisir le juge administratif pour essayer d'obtenir réparation, non sans être passé par un recours gracieux préalable vis-à-vis du chef de la structure. Oui. C'est vrai qu'entre recours gracieux et... Allez-y, on va vous expliquer. Qu'est-ce que c'est un recours gracieux? Le recours gracieux préalable, ça dit quoi? Et dans le cas d'espèce, Madame Maria subit un préjudice dans un hôpital public. Elle saisit le responsable de cet hôpital pour dire « j'ai subi un préjudice chez vous et j'attends réparation ». Là, c'est le recours gracieux. Et le directeur ou le responsable de l'hôpital peut dire « je répare le préjudice ». On s'arrête là. Ah, d'accord. Il peut dire « allez voir ailleurs, je n'ai rien à vous donner ». Et à ce moment, elle introduit ce qu'on appelle un recours contentieux devant le juge administratif. Ah oui. Ah d'accord, c'est ce qu'on appelle vulgairement arrangement à l'amiable, hein? Un peu le recours gracieux. Arrangement à l'amiable. Recours gracieux préalable. Il est préalable au recours contentieux. Oui. C'est-à-dire qu'il faut d'abord saisir qui vous a causé grief. Ah, pour dire j'entends être réparé. D'accord. Oui. Alors, il y a Gobelite Émeraude qui dit bonsoir à vous, j'ai eu ce cas dans un hôpital de la place ici dans la capitale où ma fille a subi un surdosage de médicaments. J'ai fait constater par un huissier et le directeur a tout payé jusqu'à la dernière somme pendant 1 an. Ils ont suivi mon enfant et jusqu'aujourd'hui nous reçoivent à temps qu'on arrive à l'hôpital. Et puis il y a Beverly Sama qui dit qu'un médecin mal formé est un assassin bien formé. Alors, il y a beaucoup de... Il dit, Glenn Dongo dit, pour ceux qui n'ont pas les moyens, on va faire comment? Donc, elle a eu la chance, Marie-Joséphine, d'aller en Italie. Ceux qui n'ont pas de moyens, il y a Nakpen qui dit, c'est vrai, ce que le docteur dit à propos de la capacité de tout un chacun à gérer le mal qui le ronge, mais il faut avouer que le corps médical au Cameroun ne nous explique rien. C'est comme une sanction qui doit être subie. Hein. Et puis, Steph Mboni qui voudrait savoir, je demande à la maman de la victime si elle a entrepris des actions visant à faire réparer le préjudice subi. Bon, elle a dit non, hein. Oui, elle a répondu tout de suite. Alors, vous avez justement ce cas proche de vous, Carole, mais est-ce que vous pensez que c'est facile de sortir, de faire le deuil et de revenir pour faire le procès? Je veux dire que vous avez fait le deuil, vous avez dit, j'oublie totalement, et puis encore vous vous dites, je vais déposer plainte. Est-ce que déposer plainte aide à faire le deuil? Non. Dans la conscience camerounaise, non. Mais quand vous conseillez à Marie-Joséphine de dénoncer pour accompagner les autres... Oui, pour aider les autres. Est-ce que vous ne pensez pas que vous allez rouvrir une blessure? C'est vrai. Mais je pense que déjà le fait qu'elle ait eu le courage de venir sur ce plateau, ça veut dire que sa blessure a été pensée et elle peut faire quelques pas en avant pour mobiliser plus de personnes, alerter le corps médical à plus de vigilance. D'accord. Alors, docteur, on est en train de sortir un conseil aux patients qui... aux personnes, aux téléspectateurs qui nous regardent et qui ont subi des cas d'erreur médicale. Oh, justement, je ne me présente pas ici comme l'avocat du diable, non, non, non. Je dis, le médecin, il n'est pas un assassin bien formé, non.
Un médecin Non, bien un médecin, formé, c'est- oui. un médecin bien formé, c'est un médecin bien formé. Il est là justement, je dis par amour, pour essayer autant que faire se peut de prodiguer des soins aux personnes qui souffrent, n'est-ce pas? Alors, il peut arriver, comme je le disais tout à l'heure, dans tout corps de métier, il peut avoir des tares, il peut avoir des erreurs, il peut avoir des manquements. Alors, c'est pas pour autant qu'il faut forcément diaboliser l'hôpital. Mais comment est-ce qu'on fait pour regagner la confiance, docteur? Quand vous m'avez blessé dans mon amour propre, comment est-ce que je fais pour Oui, vous redonner justement, confiance? allez, moi, je dis tout à l'heure, j'ai été très affecté. Le dernier ouvrage que j'ai commis, Médecin aux maladies qui tuent, l'interdiction de paraître au Cameroun, il est interdit de paraître au Cameroun, cet ouvrage-là. Pourquoi? Parce que justement, Vous dénoncez il y a des fois, oui, il y a des fois où c'est le médecin qui tue. Moi, ici au Cameroun. Bien sûr. Bien Donc, sûr. je ne dis donc pas que c'est tous les médecins qui tuent. Je dis, Mais comment est-ce qu'il faut- refamiliarisez-vous, redonnez au corps médical la confiance d'antan. Parce que vous avez beaucoup à gagner. Vous avez tout à perdre que de ne pas le faire. D'accord, et peut-être changer de médecin si vous n'avez plus confiance. Par exemple. Alors, maître, qu'est-ce qu'il faut faire lorsque... On va terminer avec vous, hein, Marie-Joséphine, c'est ce que vous allez dire. Hein. Alors, maître, qu'est-ce que vous conseillez justement aux personnes qui nous regardent et qui éventuellement se retrouvent en face des médecins qui ne veulent pas leur expliquer de quoi ils souffrent? Est-ce qu'on devrait consommer des médicaments sans avoir reçu au préalable des explications? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Qu'est-ce que les patients devraient faire? Comme ça au pif, nous dirons que le patient ne doit pas accepter cet état de choses. Je reviens encore sur la notion de contrat. Dès lors que vous avez face à vous un praticien, il a l'obligation de communiquer, de vous dire voilà votre pathologie, voilà comment est-ce qu'elle se comporte, voilà comment elle se loupe et voilà où on peut en arriver. Il est important. Les patients ne sont pas des moutons qui ne sont pas capables de comprendre ce nombre de choses. Mais quand le médecin est pressé, Le médecin n'a pas être pressé. mais Le médecin a prêté plusieurs patients serment. qui attendent Allez, d'ailleurs, permettez-moi. on est en train de terminer. Permettez-moi. Le médecin, il a prêté serment. Et il doit, sous la foi de ce serment, accorder du temps à ses patients. C'est le serment d'Hippocrate. Hein. Très bien. Il doit accorder du temps à ses patients pour pouvoir leur donner la chance de recouvrer la santé. Il ne sert à rien de recevoir 20 patients en une journée pour qu'aucun en sorte guéri que de recevoir un d'eux et être sûr qu'on aura donné le maximum de chances de Il y a se des remettre médecins sur pied. exceptionnels qui le font, hein, qui prennent le temps, vous discutez avec, vous échangez avec le médecin et vous sortez de là, vous Bien. avez l'impression que vous êtes guéri. Moi, c'est bien. ce que je fais. Très bien. Vous n'allez pas dire le contraire. Donc, alors, on termine avec vous, notre fleur du plateau ce merci, soir. merci. Marie-Joséphine, qu'est-ce que vous avez à dire? Alors, tout à l'heure, le docteur dit quelque chose et vous l'avez dit aussi. Parfois, je vais le remarquer au Cameroun, généralement, c'est que les médecins sont trop pressés parce qu'ils doivent consulter à l'état général, à la CNPS, dans les cabinets privés. En fait, et je pense que c'était la cause chez ma fille, parce que si le médecin n'avait pas été pressé, il se serait rendu compte, parce qu'un enfant qui vient vous dire j'ai un caoutchouc qui est ressorti du vagin, je pense qu'à cet instant-là, le médecin s'arrête, il se rend, il comprend ce que nous on n'a pas compris. Si le caoutchouc est ressorti, ça veut dire que le reste, il y a eu un reste quelque part. Donc, il devait au moins faire un contrôle pour se rassurer et nous rassurer. Donc, je pense que c'est ça. Les médecins courent partout et puis à la fin, ils sont nulle part. Et les mamans qui, comme Et les vous, mamans. les parents qui traversent cette situation, il y a beaucoup. J'ai discuté avec j'ai échangé avec un colonel, par exemple, qui l'enfant est né, il avait un enfant prématuré, on le nourrissait à la sonde. Par erreur, l'infirmière lui a envoyé la sonde, elle était distraite et la nourriture sortait de partout, les oreilles de l'enfant, les narines, c'était incroyable. Qu'est-ce que vous dites aux parents qui sont Oui, dans la même aux situation? parents, et puis je vais dire à tout le monde, c'est aujourd'hui, je pense qu'on doit être d'abord son médecin à soi-même.
Ça veut dire que ce que le médecin ne peut pas vous dire, il faut aller avec le médecin parce que j'ai compris que la constatation n'est pas qu'il m'impose. C'est que je viens lui dire ce que j'ai comme mal et je discute avec le médecin parce qu'il peut m'avoir un protocole qui ne me convient pas et que je lui dise que non, le protocole n'est pas bon, je peux aller ailleurs. Donc aujourd'hui, j'ai appris un peu ça et je dis à tous les parents, surtout aux parents qui ont des enfants indigents, parce qu'il y en a beaucoup. Et comme Claire a dit tout à l'heure... Indigents malades parce qu'indigents... Oui, indigents, non, indigents malades, des enfants qui sont dans la même capacité, très malades et tout. Beaucoup de parents n'ont pas le courage parce que parfois, je prends dans mon cas, j'avais, oui, 12 ans, après 12 ans, ok, c'était pas, voilà, merci. De toutes les façons, c'est aura le débat, oui, le débat, on va sur continuer, la merci. page Facebook de l'émission. Vraiment, Marie-Joséphine, vous êtes une personne incroyable. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est la parole qui libère aussi. Merci à vous, maître, je vous en prie, d'avoir accepté notre invitation. Docteur Serge Bassega, merci, Ali. Claire Carole Sandia, alias Clarita. Voilà, on va se retrouver lundi prochain, voilà, quand il sera 21h30 pour une autre édition. Bonsoir.